Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le briefing des marchés du mardi 17 mai 2022. Avant de débuter cette émission, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Et donc ce matin, on assiste toujours en Europe à une poursuite du rebond déjà entamé la semaine dernière. Côté US, on a un peu hésité hier, comme vous le savez, suite à des indicateurs un peu mitigés. On a essayé de chercher une direction claire pendant la séance. Le Dow Jones a quand même terminé dans le vert, mais le Nasdaq, lui, a cédé un peu du terrain, même si globalement les futurs sont bien orientés à la hausse ce matin. On a toujours un contexte d'inquiétude pour la croissance à venir, notamment au vu des récentes données chinoises décevantes qui ont été publiées lundi, puisque les ventes au détail ont connu leur plus forte chute depuis 2 ans en mai, et pareil, le chômage a brusquement augmenté. Par ailleurs, les révisions à la baisse des prévisions de la Commission européenne pour la zone euro ne sont pas non plus passées inaperçues, puisque la projection de croissance économique a été abaissée de 1,3 points à 2,7% pour 2022, et celle de l'inflation par contre a augmenté de 3,5 points à 6,1% à cause de la guerre en Ukraine. Donc pareil, si on n'a pas un apaisement du conflit en Ukraine, l'inflation pourrait persister plus longtemps que prévu en zone euro. En outre, on a eu un indicateur aussi un peu en berne, l'indicateur manufacturier de la région de New York, qui a fortement chuté, montrant une nette contraction de l'activité, bien plus sévère qu'attendu. Et le baromètre justement de l'Empire State, publié par la Fed, lui a plongé de 11,6 points, montrant justement un moral des entrepreneurs en berne. Bon, malgré les indicateurs un peu décevants, globalement les marchés ont envie de reprendre de la hauteur, reprennent des couleurs. On assiste surtout, selon moi, à un gros rebond technique. Difficile d'affirmer pour l'heure que c'est le début d'une reprise haussière, mais en tout cas, on est très clairement dans un puissant rebond technique. On attend justement cet après-midi, en fin de soirée, les discours à venir de Jérôme Powell et de Christine Lagarde. Donc ça va permettre de donner un peu plus de visibilité et guider le marché par la suite. Maintenant, les bourses européennes sont aussi orientées à la hausse ce matin puisque l'espoir d'un assouplissement des règles sanitaires en Chine prend le pas sur les incertitudes économiques. En attendant la publication de nouveaux indicateurs américains cet après-midi à 14h30. Globalement, la tendance du jour s'annonce plus optimiste que lundi grâce au recul du nombre de nouveaux cas de Covid en Chine et l'absence de cas positifs depuis 3 jours en dehors des zones de quarantaine à Shanghai. Donc une condition normalement requise à la levée des restrictions de circulation, sachant que Pékin prévoit un déconfinement total à partir du 1er juin si tout se passe bien. Maintenant, les préoccupations concernant les perspectives économiques restent en toile de fond, après la publication, comme je vous le disais, la veille, d'indicateurs quand même inférieurs aux attentes en Chine et aux États-Unis, qui ont justement ravivé les craintes des investisseurs sur le ralentissement de l'économie mondiale, déjà confrontée au resserrement des politiques des banques centrales face à l'inflation. Maintenant, pour moi, le catalyseur clé à surveiller, c'est ce soir, avec l'intervention du président de la Réserve fédérale, Jérôme Powell, à partir de 20h, et celle de son homologue à la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, à 19h. Forcément, des annonces et des discours qui seront particulièrement suivis par les acteurs des marchés à la recherche de tout commentaire sur la situation économique et pourquoi pas aussi sur le calendrier à venir concernant la hausse des taux et pourquoi pas la réduction de bilan. Donc effectivement, si on a un discours assez soft de la part des banquiers centraux, à mon avis, on pourrait prolonger encore ce rebond un peu plus haut, notamment en Europe.
Enfin, la séance à venir sera aussi animée par les données mensuelles des ventes au détail aux États-Unis à 14h30 et les chiffres de la production industrielle américaine en avril. Côté macro, ici c'est un chart qui représente le nombre d'articles bearish, j'ai envie de dire, en fonction de comment évolue le marché. Et généralement, les journaux proposent des articles qu'ils pensent que les lecteurs veulent lire. Et actuellement, sur quoi veulent lire les lecteurs? Les marchés baissiers. Effectivement, il y a un gros pessimisme ambiant, je trouve, sur les marchés. On entend beaucoup parler d'éclatement de bulles, de cracks sur les cryptos, d'effondrement des bourses, bref. Généralement, les rédacteurs en chef sont assez bons pour faire couler de l'encre, mais pas pour timer le marché. Généralement, si vous regardez le magazine Times ou Barron's aux États-Unis, ce sont un peu des horloges inversées et à chaque fois ils donnent soit le point haut, soit le point bas en fonction de la couverture de leur magazine. Et ici, ce qui est intéressant de noter, c'est que la semaine dernière, en tout cas, on a quand même eu plus de 8200 articles qui ont été imprimés à leur sujet. Donc, sur le fait qu'on est dans un marché baissier, c'est quand même le deuxième plus grand nombre d'articles qu'on ait eu en une semaine depuis la crise liée au Covid-19. Et donc vous voyez ici, derrière, le marché est reparti comme en 40, comme une balle. Pareil ici, quand le S&P est entré tranquillement, mais à effleurer le bear market en 2018, lorsque la Fed a relevé plusieurs fois ses taux. On avait des articles un peu sur la fin du monde, entrée en bear market. Finalement, la Fed fait volte-face au mois de décembre, en annonçant qu'il n'y aura pas de hausse de taux à venir. Et derrière, le marché est reparti comme une balle. Donc là, ici, pareil, on a un pic de pessimisme ambiant de la part soit des particuliers, mais aussi dans ce qu'on peut lire dans la presse et les journaux. Donc voilà pourquoi je plaide, en tout cas à court terme, pour un rebond à venir, ce qui est le cas en tout cas en Europe, et pareil, ça commence doucement à se confirmer sur les indices américains. Maintenant, je prends quand même, voilà, je dis pas que c'est le point bas et qu'on va repartir comme en 40 comme ici. Effectivement, c'est à prendre avec des pincettes, car je trouve que l'échantillon est un peu court. Et j'aurais aimé voir l'évolution des articles mentionnant le bear market vraiment lorsqu'on a eu des phases de bear market qui ont duré assez longtemps, à savoir en 2000 et en 2009. Car ici, ça n'a pas duré longtemps, on est à peine rentré en bear market, c'est reparti. Ici, ça a duré 3-4 semaines, on a eu un énorme V-bottom. Effectivement, dans des phases plus longues, où on a un marché qui vraiment entre et reste en territoire de bear market pendant 6 à 18 mois, ça peut être intéressant de voir, à mon avis, effectivement, on doit quand même avoir pas mal de fois, pas mal de temps en tout cas, des articles baissiers à ce sujet. Sachant qu'effectivement, le Nasdaq évolue maintenant depuis plusieurs semaines en territoire de bear market. Donc, généralement, les journaux, ce qu'il faut retenir, c'est que ce sont des mauvais indicateurs pour timer le marché. Généralement, ce sont des horloges inversées. Néanmoins, on ne va pas se mentir, les conditions ne sont plus les mêmes que ici ou là, où là on cherchait justement à sauver le marché et à injecter des liquidités, alors qu'ici on cherche à savoir combien de fois la Fed va relever ses taux et quels vont être les montants de réduction du bilan et combien de temps ça va durer. Donc effectivement, ici, quantitative easing, whatever it takes, et là c'est au contraire resserrement monétaire, par conséquent des investisseurs un peu plus nerveux. En tout cas à court terme, j'opte tout de même pour un rebond sur l'ensemble des marchés. Maintenant, malgré cette baisse, ça reste quand même intéressant, je trouve, notamment pour les investisseurs de long terme, puisque après le sell-off qu'on a eu sur le Nasdaq, mais aussi le S&P, le Nasdaq a quand même perdu 30%, la valorisation du S&P devient quand même plus attractive, ce qui est pour moi une bonne nouvelle pour les investisseurs à long terme.
Vous voyez qu'ici, effectivement, on s'inquiétait fin 2021 en se disant le price earning ratio atteint quasiment les niveaux de 2000, attention à la bulle, l'indicateur Warren Buffett, capitalisation boursière mondiale sur PIB mondial, 140%, pareil, les clignotants qui s'allumaient, ça a bien dégonflé. Effectivement, on a eu une belle correction, on peut encore chuter, je trouve qu'il y a de la place. Néanmoins, pour quelqu'un qui fait de l'investissement à long terme, qui pratique le dollar cost average, la méthode DCA, vous voyez qu'actuellement on est revenu dans la moyenne, à savoir sur un PER aux alentours de 16,85. La moyenne sur 25 ans c'est 16,85, actuellement on est à 16,60. Donc effectivement, après une baisse de quasiment 20% sur le S&P et 30% sur le Nasdaq, pour un investisseur long terme, en tout cas, cette correction est une source d'opportunité. Bien évidemment, l'investisseur long terme et DCA ne met pas la totalité de son cash, mais il va fragmenter, diviser sa poche de cash pour investir une partie de ses liquidités sur les gros niveaux clés après de grosses corrections. Donc je sais pas, quelqu'un qui rentre ici a peut-être mis 20-30% de son cash. Si les marchés remontent et que la situation s'éclaircit, eh bien re-rentrer à nouveau. Et si les marchés chutent de nouveau parce que ça devient un peu compliqué, eh bien ce n'est pas grave. L'investisseur long terme attendra de nouveau un retour sur des gros niveaux mensuels pour rentrer encore une partie de ses liquidités et ainsi de suite. Sachant que les marchés sont faits pour monter et qu'à long terme, un investisseur DCA retrouve logiquement à la fin ses billes et son investissement. Concernant la partie technique maintenant, avec le CAC 40 qui a atteint son objectif. Donc ici, pour moi, prise de bénéfice. J'évoquais avec vous le fameux double creux qu'on avait formé ici. Presque neutre, mais le sentiment que le marché peut encore aller chercher un peu plus haut. Voilà. D'un point de vue technique, effectivement, j'étais quand même haussier depuis la fin de semaine. On était sur une belle zone. On a eu plusieurs fois des éléments intéressants, que ce soit pour celles et ceux qui étaient rentrés ici sur ce petit double creux sur le bas de range, ou sur la sortie du range. Et là, on avait vraiment un joli double creux de plus grande ampleur. Effectivement, ici, je vous disais qu'un stop loss à placer au milieu du range était une bonne stratégie. Ça faisait quand même un ratio de 1 pour 2. Et je visais les 6400. Pourquoi pas un peu plus haut l'objectif théorique. Donc là, si on bascule en données 4 heures, effectivement, objectif théorique atteint au point près. Donc là, pour ma part, j'estime qu'il faut remonter son stop, prendre ses bénéfices, qu'un objectif majeur a été atteint. Donc là, pour les acheteurs, on remonte le stop loss au point d'entrée. Ici, on prend un bon TP1. Et maintenant, on voit si le marché a suffisamment de carburant pour aller chercher un peu plus haut. Donc là, ma prochaine cible, ce serait de nouveau de revenir tester l'oblique, oblique MM200. Voilà, je pense qu'on peut aller chercher encore 100 points plus haut, 6540, pourquoi pas 6600. Voilà l'objectif, le TP final en tout cas. Là, on a atteint un objectif majeur. On remonte les stops, on se paye, on prend des bénéfices, on a quand même le discours de Powell et de Lagarde ce soir. Tout est possible, les marchés peuvent très bien retomber en cas de discours jugé un peu trop hawkish. Au contraire, s'ils parviennent enfin à adopter un discours plutôt rassurant, soft, et bien prolonger ce rebond. Auquel cas, pour l'heure, ça reste haussier, on n'a pas de chantier de retournement, que ce soit sur toutes les unités de temps, 4 heures horaires daily. Donc je continue de garder mon biais haussier, on remonte les stops, on protège le trade, on n'oublie pas de se payer, et on essaye d'aller chercher un peu plus haut. Voilà, pour moi l'objectif maintenant c'est 6533, 6540, et l'oblique baissière. Comme je vous le disais en début de semaine, on avait quand même ce piercing pattern. Voilà, là on a quand même un gros niveau
à franchir. Là, on a une zone chaude, bas de nuage MM50, mais effectivement, si on parvient à casser ce niveau, on va libérer du potentiel haussier. Voilà, il y a du potentiel haussier derrière pour aller chercher vraiment les 6600 points. Donc là, on est sur une zone chaude, on prend ses bénéfices, si elle casse, il y a de la place pour aller chercher plus haut. Mais comme je vous le disais hier, je notais quand même ici le piercing pattern. Bon, on pourrait venir taper notre Tenkan ici, je pense, très facilement. Et derrière, ça de remonter sur la Kijun. En tout cas, je garde, bien entendu, mon biais acheteur. Le DAX, c'est pareil. Là, on a eu un bel avalement ici. Donc pareil, toujours haussier. On est sorti du canal baissier. Donc pourquoi pas tenter des achats sur repli. Mais l'idéal pour moi, c'est d'aller chercher notre Kijun ici à 14 365. Maintenant, si on bascule sur les unités de temps un peu plus courtes, effectivement, je vous disais, le premier TP à prendre, c'était vers les 14 130. Là, on est en train de sortir par le haut de ce canal. Si c'est confirmé, pourquoi pas chercher des achats sur repli et viser TP1, TP2. Et pourquoi pas partir dans un gros range de consolidation. Voilà, comme ça, le range à venir. Donc là, pour l'instant, je trouve que les acheteurs montrent de la force. On est toujours au sein d'un joli rebond. Je note pas de dégradation, en tout cas. Celles et ceux qui étaient acheteurs sur le DAX, eh bien, remontent leur stop. Pourquoi pas essayer d'attraper l'indice si on a un joli pullback vers les 14 000. On n'oublie pas de se payer, même si je trouve que la configuration est plutôt plaisante ici, dans le sens où on est en train de sortir par l'eau de ce canal, donc pareil, on est en train de libérer du potentiel aussi. Donc là, mise à BE des stop loss pour celles et ceux qui étaient acheteurs. Pourquoi pas re-rentrer ici sur un pullback sur le haut de canal et ensuite viser en TP1 et en TP2. Voilà, là j'estime qu'on a fait quand même un beau TP1. Pour l'instant, les acheteurs gardent la main. En données 4 heures horaires, je note pas de chandelier de retournement ou d'alerte baissière. Si on peut avoir un repli de marché, tant mieux. Sinon, derrière, si on continue d'accélérer à la hausse, derrière, c'est d'aller chercher son TP2 ici et son TP3 là. Et je serais effectivement intéressé pour commencer à chercher des ventes par ici, dans cette zone-là. Là, j'estime que c'est encore trop tôt. Le marché ne manque pas de carburant, donc pas envie de passer, d'être baissier tout de suite. Sauf si les banquiers centraux, entre 19h et 20h ce soir, viennent plomber l'ambiance. Le Dow Jones, ouais, légère hausse sur le Dow Jones. Je vise toujours les 32 750. En tout cas, c'était l'objectif que j'avais en début de semaine. Je pense qu'il a été atteint sur les futurs ce matin, à voir la hausse. Mais voilà, on avait quand même des chandeliers intéressants ici, l'excès sur mèche, l'étoile du matin en formation. Et je visais, voilà, mon TP1 c'était les 32 800 par ici et TP2 33 360. Donc pour l'heure ça se présente bien, pareil, pensez à prendre des bénéfices ici. Sur les futurs on passera juste après. Ok, donc là ce serait peut-être de revenir pullbacker, Chikou qui remonte sur le haut de nuage. Voilà, ce serait d'aller chercher les 33 000 à mon avis. Revenir déjà dans un premier temps sur les 33 000. Et Chikou viendrait bloquer ici et les prix sous le bas de nuage. Donc pour moi c'est un gros niveau ici, aux alentours de 32 900. Maintenant en données 4 heures, voilà, données 4 heures, premier TP par ici à prendre, 32 715, et derrière, proche, 33 300, 32 900. On a une grosse zone ici, on a vraiment une très grosse zone, enfin il faudra suivre cette MM50, et pour moi voilà, TP1, TP2 vers la MM50. On va basculer quand même sur les futurs pour voir où est-ce qu'on se situe. Donc bon, le TP1 a clairement été fait ici, hein, c'était le bas de range, donc là le TP1 a été fait. Pour rappel, en fin de semaine, je vous disais aussi justement qu'on avait eu un beau chandelier de retournement haussier ici. Peut-être que certains sont rentrés sur le repli hier. Dans ce cas, on a une belle hausse ce matin. TP1 fait.
mise à BE du stop loss, pour celles et ceux qui sont rentrés à l'achat, soit vendredi à la clôture, donc ici, soit celles et ceux qui ont réussi à l'avoir un peu plus bas sur repli. En tout cas, maintenant, tout le monde met son stop loss à BE, prend un TP1 ici, vous voyez, hop, on est pile poil venu taper notre Tenkan. Envie de mettre un Fibo derrière. Je reste haussier. Pour moi, on est toujours dans le rebond. 38,2, 50. Voilà. 33 300. Non, c'est d'aller chercher ce niveau-là. Donc si on réintègre comme il faut le bas de range et qu'on clôture dans ce bas de range ce soir, c'est vraiment un bon signe. Derrière, et le rebond devrait logiquement se poursuivre. Donc pareil, il y a de la place. C'est une condition pour libérer le potentiel haussier, c'est de ce soir clôturer si possible au-dessus des 32 600. De casser la Tenkan pour accélérer et venir chercher notre TP2 et TP final, je pense, vers 33 300, 33 600 sur excès, ce serait au mieux. Voilà, ici pour moi on a une zone, voilà, c'est la zone que je vise en TP2. Donc à surveiller la clôture, on est bien orienté. Maintenant, si on a une belle clôture ce soir au-dessus de la Tenkan, au-dessus de l'ancienne borne de base du range, dans ce cas-là, je continue d'être haussier pour viser ma fameuse zone aux alentours des 33 630, 33 250. L'euro-dollar, anticipation de la divergence haussière hier et ça semble plutôt bien fonctionner. J'évoquais avec vous le fait qu'on soit sur une zone, déjà, d'une part. On a un très beau bas de canal aussi. Je vais enlever l'Ishimoku. Hop, voilà. Donc là, belle réaction aussi sur bas de canal, divergence haussière qui va être validée ce soir. On avait quand même mis en place un plan hier, hop, avec le fameux double creux qui était ici. On était en train de le valider. Je vous disais de placer un stop loss en dessous pour anticiper la divergence. Et derrière, pourquoi pas renforcer l'euro si on cassait cette zone-là. Et là, on est vraiment dans le bon schéma. Vous voyez, on a une belle bougie flux, on pulvérise notre zone de support et au passage, on est en train de valider la divergence. Donc si ce soir en clôture, c'est validé, eh bien pourquoi pas mettre un petit renfort sur l'euro-dollar. Un petit renfort à l'achat pour aller chercher cette zone-là et remonter en direction des 1,0775. Voilà, donc là ça se présente plutôt bien. Le rebond se met enfin en place. On était nous sur une anticipation justement de cette divergence à la suite de ce double creux. Donc là, prenez des bénéfices quand même, très important. On allège. Soit vous renforcez, à vous de voir. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'on met le stop loss à break-even. Voilà. Le double creux, l'objectif du double creux a été atteint, c'était la zone. On est en train de la casser, c'est bien. Je pense qu'on peut même remonter le stop loss. Voilà. Il y a de la place. Je vais me mettre en données horaires avec l'Ishimoku pour voir. Ok. Ouais, là on peut vraiment bien remonter le stop loss, se mettre tranquillement par ici même. Voilà. Ça nous fait quasiment 100 pips d'avance, c'est beaucoup. Et en fonction de la clôture, il faudra derrière encore remonter le stop sous la zone. Là, je veux juste pas le remonter trop parce que ma Kijun ne suit pas encore. Mais si d'ici ce soir elle continue à remonter, il faudra remettre le stop ici. En tout cas, gestion de position. Si certains veulent alléger, tant mieux. Si d'autres veulent renforcer, attendez la clôture de ce soir pour au moins confirmer la divergence. En tout cas, pour l'heure, on assiste au rebond. Beau TP à prendre ici. Gros TP1 à prendre ici. Et TP2 ici. Voilà. Voilà le plan sur l'euro-dollar. Le NZD-USD, on était dans la même configuration. Plan de trade, mise en place du plan de trading. Pour le coup, au moment où j'enregistrais l'émission, on n'avait pas encore validé le double creux. Mais la configuration était la même, dans le sens où j'évoquais avec vous la fameuse zone hebdomadaire juste ici, couplée avec le niveau des 61,8 de Fibo, en vous disant c'est une zone de convergence. Par conséquent, derrière, il fallait affiner sur les unités de temps un peu plus courtes. La divergence n'est pas encore validée, elle pourrait se valider ce soir, en tout cas, cette belle divergence haussière. Pareil, juste ici, tac.
Voilà, belle divergence. Ouais, on tente de la valider. Faudrait accélérer un peu plus. Elle serait validée d'ici ce soir. Mais en tout cas, je notais quand même l'avalement haussier. Je le trouvais un peu léger. Voilà pourquoi je vous disais quand même d'attendre un peu, mais de guetter le double creux qu'on avait sur notre zone de support hebdomadaire. Donc ici, beau double creux. Si certains sont rentrés ici, tant mieux. Un peu tôt selon moi pour prendre des bénéfices. Par contre, on peut au moins remonter le stop loss. Donc soit le stop loss vous le remontez, soit vous le mettez à break-even. Peut-être un peu tôt. Bon, il manque pas grand-chose. J'attends de surveiller au moins la clôture de la bougie du jour, notamment si on valide la divergence. Mais là, au moins remonter le stop loss. Et effectivement, pourquoi pas mettre à break-even. C'est pas interdit, ça dépend d'où vous êtes rentré. Si vous êtes rentré par ici, ça laisse. Bon, ça fait 70 pips d'avance, c'est pas rien. L'objectif du double creux est atteint, je le reconnais. Bon, si certains veulent prendre des bénéfices, pourquoi pas. En tout cas, remonter le stop loss à break-even, ça peut être une bonne chose. Et ensuite, comme objectif, aller chercher quand même. Là, c'est trop tôt, je trouve, pour prendre un beau TP. Voilà, pour moi, on a une zone ici où on peut se payer. Ce serait le TP1 ici, cette belle zone-là. Et le TP2, ce serait par ici, plaquette jaune, et si possible les 50%. Donc voilà le plan. Maintenant, voyons voir si on peut accélérer un peu plus cette hausse, au moins rallier notre plaquette jaune, Tenkan, pardon, pour valider la divergence, et encore une fois derrière permettre de libérer le potentiel haussier. La livre sterling, par contre, c'est ce que je redoutais. Vous voyez, c'est qu'on valide la divergence ici. Elle est en train d'être validée. Après, le ratio risque-reward n'est pas bon, je trouve, car il faudrait logiquement placer un stop sous les plus bas. Et si on reprend les 50% de retracement de la dernière vague de baisse, on est déjà à 38. Bon, l'objectif c'est 50. Et ensuite, elle est validée, mais on est encore dans la zone. On est encore dans la zone. Et ça, pareil, je suis pas fan. Autant les divergences sur l'euro-dollar et le NZD-USD étaient sur une belle zone de support comme ici. Elles se sont validées sur des niveaux de zone de support. Là, elles se valident sur un niveau de divergence. Donc effectivement, on pourrait remonter, mais dans l'idée, cette configuration-là ne me plaît pas. Voilà, je préfère mettre l'accent sur le NZD-USD et l'euro-USD plutôt que la livre sterling face au dollar, étant donné que j'estime que payer ici, c'est payer une résistance, et par conséquent, il y a toujours un risque. Du moins, ça diminue la probabilité de succès de notre trade. Alors que sur le NZD et l'euro-dollar, la situation est quand même plus confortable, on va dire, très clairement. Voilà, notamment le fait qu'on n'ait pas de résistance, de grosse résistance au-dessus de notre tête. L'euro l'a cassé, le NZD-USD, il n'y a pas de résistance au-dessus de la tête. Là, pour le coup, ça me dérange qu'on ait cette zone intermédiaire où on est pile en plein dedans. Donc, pas de trade, plus focus sur les deux plans que je vous ai présentés juste avant. Le gold, qui nous a fait un beau marteau. Très très beau marteau ici sur zone. Bon, je reste encore à l'écart. Pas envie d'être acheteur sur ce marteau avec un stop loss juste en dessous, avec une résistance au-dessus de la tête, une MM200. On a peut-être un point bas, effectivement. On a bien rebondi sur notre zone hebdomadaire. Ici, la fameuse zone des 1800-1790. Bon, peut-être que certains ont tenté des achats sur Touchette. Je préférais personnellement rester à l'écart encore. Qu'est-ce qu'on peut dire dessus maintenant? C'est ici, j'espère que notre kit jaune plutôt va tenir. C'était ma crainte de voir les prix commencer à enfoncer la kit jaune, auquel cas on aurait pu facilement avoir une accélération en direction des 1750. Là, si à la fin du mois ça tient, kit jaune devrait logiquement se mettre à plat derrière et donc nous offrir un beau niveau de support.
Pour l'instant, ça tient. Maintenant, données daily, je n'exclus pas une phase de stabilisation entre 1850 et 1800, potentiellement un range à venir. Donc je guetterai en tout cas plutôt un retour sur les 1800 pour tenter de nouveau un achat ou cassure des 1850. Là au moins j'aurai confirmation d'un début de reprise haussière, et si on casse ce niveau, il y a du potentiel pour aller chercher les 1890. Car là, juste sous MM200 et sous grosse résistance, juste ici j'ai un peu du mal. Voilà. En données 4 heures, on reste quand même toujours sur des plus hauts et des plus bas de plus en plus bas. Vous voyez, on n'a pas breaké ici l'ancien creux. Donc ça reste baissier toujours, avec la MM50 qui nous arrive juste au-dessus de la tête. Donc pour l'heure, je reste spectateur sur le gold. Si on a un range qui doit se former entre ces deux gros niveaux, 1800 1850, eh bien on travaillera à la vente la borne haute, à l'achat la borne basse. En revanche, si on parvient finalement à casser ce niveau-là, la MM50 et les 1850, pourquoi pas commencer à revenir tranquillement à l'achat pour viser les 1890. Mais là, pour l'heure, j'estime qu'on est un peu au milieu de nulle part, et surtout qu'on a une grosse résistance au-dessus de la tête, et donc pas envie de me mettre en risque avec un tel niveau technique. Le Brent qui accélère, sortie de range par le haut, on peut chercher des achats. Effectivement, on a atteint un gros niveau, j'attends de voir la clôture, mais sentiment que les acheteurs en ont encore sous le coude et qu'il y a du potentiel aussi pour aller chercher les 121. Voilà. Et peut-être évoluer dans un range plus large cette fois-ci. Donc là c'est limite, on est en train de sortir, j'attends confirmation, mais si c'est validé, pourquoi pas placer un stop loss par ici et viser les 121,60. Voilà le plan. Et de se dire, tiens, voyons voir si le marché va pas évoluer dans un range plus large, finalement. Voilà. Donc là, on a quand même une grosse phase de consolidation, stabilisation, ça sort par le haut. Si c'est confirmé, objectif 121,60 pour le pétrole. Donc là, c'est encore un peu tôt, mais effectivement, on est en train de break un niveau technique important. Donc là, pourquoi pas guetter le pullback, mettre un stop loss sous les plus bas ici, pour viser une accélération haussière en direction des 121,60. Voilà le plan. Le light, lui, ce serait de venir taper le haut de son canal, logiquement. Alors, on est déjà venu sur le haut du canal. Donc là, on est un peu à la croisée des chemins. On est sous résistance. Bon, là je suis un peu plus frileux sur le light. J'attends vraiment la confirmation sur le Brent, car le light, on est sous résistance. Bon, hier, on a eu la sortie par le haut de ce canal, mais on a une belle résistance quand même au-dessus de la tête. On ne peut pas l'écarter. Et là, pareil, est-ce qu'on n'aurait pas un gros range comme cela? Bon, à surveiller, mais pour le coup, j'aimerais quand même qu'on break ce niveau. Voilà, si on break les 116, là, en revanche, il y a vraiment du potentiel derrière pour aller chercher et grimper un peu plus haut. 124 et pourquoi pas 130. Donc voilà le plan. Là, sous résistance, ça m'embête un peu d'être acheteur sous résistance. Il faudrait qu'on pousse un peu plus pour breaker ce niveau et rentrer plus sereinement. En revanche, le Brent est en train de a déjà cassé, maintenant il faut confirmer en clôture ce soir. Mais si c'est le cas et que au passage ici c'est aussi confirmé, bah, la Chikou est bien libre de tout obstacle, et donc derrière on pourrait continuer d'accélérer ce mouvement pour venir chercher les 123 et les 130 potentiellement.
Là, en données 4 heures, ouais, on commence quand même doucement à rentrer dans une belle zone de surachat, juste sous résistance. On est éloigné de notre Tenkan. Bon, pas de précipitation, il faut vraiment attendre une clôture, selon moi, au-dessus des 116,90 pour rentrer sur ce marché plus sereinement. Les cryptos, ça tient toujours. On surveille toujours notre range hebdomadaire qui nous a formé un beau marteau sur borne basse de range. J'aimerais, comme je vous le disais, avoir une bougie verte cette semaine pour confirmer le marteau sur un bas de range technique afin d'offrir une nouvelle, enfin peut-être pas une nouvelle rotation, hein, c'est peut-être un peu ambitieux, mais amorcer une reprise haussière. Maintenant, en données daily, la divergence est toujours en place, ça tient. Je vise toujours les 35 000 quand même, le fameux comblement du gap sur les CME. Là, en données 4 heures, ça tricote. Voilà, on est vraiment en train de tricoter sur les 30 000. Un coup à la hausse, en dessous, au-dessus, en dessous. Bon, la divergence, c'est toujours en place. Pour moi, elle n'est pas invalidée. J'ai une petite frayeur ici quand j'ai vu qu'on a rebreaké les 50. Point positif, on est repassé au-dessus des 50. Et on tente de franchir la même. Je vais enlever. On tente de franchir la même 50. Voilà. Donc là, on se stabilise. Maintenant, voilà, l'objectif, c'est d'aller chercher les 35 000. Et invalidation de divergence si on break notre oblique. Pour l'instant, on est repassé au-dessus des 50, c'est un bon point. On n'a pas break l'oblique. Donc j'estime que les acheteurs restent en place. Je ne dirais pas qu'ils gardent la main, étant donné que la tendance est baissière, mais sont toujours là, montrent de la force. Et pour moi, il y a du potentiel encore pour aller chercher le BTC, en tout cas, les capacités d'aller chercher les 35 000. C'est l'objectif que je me fixe. C'est aussi l'objectif de la divergence haussière. C'est 32 000, mais ça ne correspond pas à grand chose. Voilà, pour moi, c'est 34 000 qu'il faut venir chercher. Donc pour l'heure, on tricote. Les vendeurs n'arrivent pas non plus à enfoncer le clou. Les acheteurs résistent plutôt bien. Les signaux haussiers qu'on a eu en 4 heures daily, et même un peu plus court sur les unités de temps ici, tiennent toujours, même si je trouve que l'épaule, épaule inversée, bon, est un peu en difficulté, mais en soi, on n'est pas venu breaker l'épaule ici, donc celles et ceux qui sont rentrés sur ce schéma là logiquement sont toujours en place. Maintenant, faut qu'on parvienne enfin à accélérer pour aller chercher notre objectif théorique aux alentours des 34 000. En tout cas, ça reste ma cible sur le BTC cette semaine. L'Ethereum et son range, mais pareil, c'est la même chose. On est dans un range 4 heures et la divergence 4 heures est toujours en place. Voilà, là on bute sur un petit niveau, mais pour moi il y a de la place pour aller chercher un peu plus haut sur l'Ethereum. On est venu taper notre bas de range, notre zone mensuelle. Maintenant, si on affine nos données 4 heures, effectivement, la divergence tient toujours. C'était un peu limite hier soir. On tente de repasser au-dessus des 50 et là on a peut-être un petit triangle de consolidation qui est en train de se mettre en place juste ici, si j'arrive à le tracer correctement. Voilà. Donc là, pareil, pour moi, les signaux de reprise à la hausse restent valides, en tout cas ne sont pas invalidés. Même constat que sur le BTC, je dirais pas que les acheteurs montrent une grosse force, mais ça faiblit pas. En tout cas, on a une diminution très clairement de la pression vendeuse pour entrer dans une phase de stabilisation avant de repartir. Donc là, on pourrait consolider dans un triangle. Il faudrait surveiller la cassure de la même 50. Mais pareil, l'objectif de la divergence ici 4 heures, c'est d'aller chercher les 50%.
Donc pareil, si je reporte l'objectif de ce triangle, ou de ce range un peu larvé qu'on a, ça nous donne les 2335. Donc pareil que pour le BTC, sur l'Ethereum, je continue un peu d'avoir ce biais haussier de court terme pour viser la fameuse zone à 2400 $. Voilà le plan sur l'ensemble des cryptos qui est plutôt à la hausse cette semaine. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, de très bons trades et je vous dis à demain pour un nouveau point complet sur la planète finance.